Aujourd'hui, notre cours est intitulé Les bases physiques de l'imagerie par résonance magnétique. Les objectifs de ce cours: expliquer le phénomène de résonance, définir les temps de relaxation, expliquer les différentes séquences et reconnaître le principe de formation de l'image. On va suivre le plan suivant. Premièrement, les propriétés magnétiques des noyaux. Deuxièmement, les phénomènes de résonance et de relaxation. Troisièmement, les séquences de base. Quatrièmement, le principe de formation de l'image. Cinquièmement, le dispositif d'IRM. Sixièmement, les autres applications. Et septièmement, les contre-indications de l'IRM. Donc, la technique d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est une technique d'imagerie non irradiante. Elle est fondée sur l'utilisation des champs magnétiques et des ondes de radiofréquence. Elle a été développée depuis 1975 à partir du phénomène de résonance magnétique qui a été décrit par Félix Bloch et Edward Mills en 1946. On va s'intéresser aux propriétés magnétiques du noyau d'hydrogène, étant donné que l'être humain est riche en eau, donc il y a une abondance naturelle en protons d'hydrogène. Ce proton, qui a une charge positive, il est animé d'un mouvement rotatoire. Donc une charge électrique en mouvement donne lieu à un petit moment magnétique qu'on va appeler spin. L'ensemble des spins au niveau d'un volume du corps sont orientés dans toutes les directions de l'espace. Donc c'est une orientation au hasard. Pour cela, la somme de ces différents spins, la somme de ces petits vecteurs, va être égale vecteur nul. Maintenant, en présence d'un champ magnétique externe, qu'on va noter B0, les différents spins vont adopter deux positions, soit la position qu'on va appeler parallèle, c'est-à-dire faisant un angle θ avec B0, et la position dite antiparallèle faisant un angle π moins θ. Donc, c'est l'ordre auquel les différents spins vont obéir en présence de B0. En plus, ces différents spins sont animés d'un mouvement rotatoire. C'est comme une toupie. Donc, ce mouvement de rotation, c'est sur lui-même, mais aussi autour de B0. Et ce mouvement de rotation va se faire avec une fréquence bien déterminée, qui est la fréquence de l'armoire, qui est égale à B0 multiplié par gamma sur 2π. C'est quoi gamma? C'est une constante appelée rapport gyromagnétique qui dépend du noyau. En effet, ces deux orientations parallèles et antiparallèles n'est pas égale. En effet, les spins en position parallèle sont plus nombreuses par rapport à ceux qui sont en position antiparallèle. Pour cela, la résultante de ces différents vecteurs va être un vecteur qu'on va noter MZ, qui est parallèle dans le même sens que B0. La résultante dans le plan XY, dans ce cas, va être égale vecteur nul. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, les différents spins qui sont animés de ce mouvement de rotation sont déphasés les uns par rapport aux autres. Une autre remarque, ce vecteur résultant MZ représente le signal magnétique qu'on va par la suite exploiter pour former une image. Ce signal va être proportionnel au nombre de noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire va être proportionnel à la densité d'hydrogène, c'est-à-dire densité en eau, mais aussi il est proportionnel à B0. Donc, plus le champ magnétique externe augmente, plus vous allez avoir un signal plus élevé. Voici les différents spins, leur projection dans le plan XY. Donc, vous voyez qu'ils sont déphasés les uns par rapport aux autres, et la résultante dans le plan transverse va être égale vecteur nul. Au cours maintenant du phénomène de résonance, on a dit que le signal magnétique est représenté par ce vecteur MZ. Mais MZ est noyé dans B0. B0, il est très intense par rapport à la résultante
mz. Donc, on doit dévier ce petit vecteur résultant dans le plan xy. Donc, c'est le principe de la résonance. Comment on va faire? On va exciter notre système par un autre champ magnétique, B1, qui est perpendiculaire à B0. Ce champ magnétique B1 a une fréquence bien déterminée, qui est la fréquence de rotation des spins autour de B0. Donc, vous avez un système, il faut agir avec la même fréquence pour avoir un transfert d'énergie maximum. Ainsi, B1 est perpendiculaire à B0 et il va avoir une fréquence qui est égale à la fréquence de l'armoire. Cette fréquence de l'armoire appartient à la gamme des fréquences radio. Donc, quelle est la conséquence? Donc, on va distinguer le phénomène aussi bien à l'échelle macroscopique, mais aussi bien à l'échelle microscopique. Macroscopique, c'est-à-dire le vecteur résultant. Microscopique, c'est-à-dire les différents spins. Commençons par la composante macroscopique. Et on va prendre un cas bien déterminé, c'est-à-dire l'excitation de courte durée, brève, va dévier le vecteur résultant dans le plan XY. Donc, c'est une impulsion de 90 degrés. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir? La composante longitudinale de mz devient égale à 0. Tout simplement parce qu'à l'échelle microscopique, il y a des spins en position up qui sont passés en position down. Donc, des spins qui sont en position parallèle passent en position antiparallèle. Ce passage d'une position à une autre, c'est tout simplement, il est dû à un transfert d'énergie, c'est-à-dire le spin en position parallèle va recevoir de l'énergie pour qu'il puisse passer à la position antiparallèle. Et qu'est-ce que vous allez avoir dans le plan XY? La composante transversale, dans ce cas, elle est maximale. Donc, votre vecteur résultant qui était orienté comme ça, suivant OZ, va passer dans le plan transverse. Tout simplement parce que les spins qui sont déphasés au début, les uns par rapport aux autres, voilà, sont déphasés, vont devenir en phase. Donc, à l'échelle microscopique, lors de la résonance, vous avez deux choses. Des spins qui passent de la position parallèle à la position antiparallèle, donc ils vont acquérir de l'énergie, mais aussi ces différents spins vont devenir en phase. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant à l'échelle macroscopique? Le vecteur résultant, lorsqu'il passe dans le plan XY, il va décrire un mouvement spiroïde autour de B0. Et ce mouvement spiroïde va avoir une fréquence de rotation qui est exactement égale à la fréquence de l'armoire. B0 multiplié par le rapport gyromagnétique sur 2π. Donc, vous avez maintenant dévié votre vecteur résultant dans le plan XY. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut maintenant mesurer ce vecteur dans le plan XY. Parce que le plan XY n'est pas affecté par le champ magnétique externe B0. Donc, on va mesurer notre signal. On va mettre ici une bobine. Vous avez un champ magnétique qu'on peut mesurer. Et ce champ magnétique, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mesurer ce signal? C'est très simple. Donc, on arrête l'excitation par B1. Lorsque vous allez arrêter l'excitation, vous allez avoir la relaxation. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au cours de la relaxation? C'est l'inverse de la résonance. Retour du vecteur résultant macroscopique selon ce trajet spiroïde, mais aussi les différents spins qui sont en phase vont se déphaser progressivement. Et des spins qui sont en position antiparallèle vont restituer de l'énergie à l'environnement pour passer à la position parallèle. Donc, vous avez trois choses. Retour selon un trajet spiroïde du vecteur macroscopique résultant.
interaction des différents spins entre eux, pour avoir ce déphasage dans le plan XY, mais aussi l'énergie doit être restituée des spins qui sont en position antiparallèle pour qu'ils passent à la position parallèle. L'énergie sera restituée au milieu, à l'environnement qui entoure ces protons d'hydrogène. Donc, voici le signal que vous allez mesurer. Sa valeur, c'est la I0, donc c'est la valeur initiale, qui est proportionnelle à la composante transversale, à l'aimantation transversale, juste à la fin de l'excitation, multiplié, donc vous voyez deux paramètres. Il y a deux termes. Il y a un terme exponentiel et un terme cosinus. Cosinus, tout simplement parce que le retour à l'équilibre va se faire selon un trajet spiroïde, circulaire. Bien sûr, c'est la fréquence de rotation, c'est la fréquence de l'armoire. Mais aussi, il y a une diminution de type exponentiel. Et cette diminution de type exponentiel dépend d'une constante de temps qu'on va appeler T2. C'est quoi T2? C'est un paramètre tessulaire qu'on va appeler le temps de relaxation spin-spin. Parce que vous êtes dans le plan XY, et dans le plan XY, le déphasage, la diminution du signal est liée à un déphasage du spin. Donc, le temps de relaxation T2, on va appeler soit temps de relaxation dans le plan transverse, ou bien temps de relaxation spin-spin. Parce qu'il y a interaction entre les différents spins pour qu'il y aura le déphasage de nouveau, pour que les spins s'éloignent. Donc, ce signal électrique qu'on va mesurer, en fait, il est lié à ce vecteur, ou bien à cette aimantation transversale qui est en mouvement. Donc, un champ magnétique en mouvement donne un signal électrique. Et ce signal, on va l'appeler le signal feed free induction decay. T2, donc, lorsque le temps de relaxation égale T2, le signal, dans ce cas, diminue de 67% de sa valeur initiale. Donc, il suffit de changer T, ici, par T2. Donc, T2, c'est le temps de relaxation au bout duquel l'aimantation transversale diminue de 67%. Qu'est-ce qu'on va avoir suivant OZ? Donc, votre vecteur résultant, qui était à la fin de l'excitation égal à 0, il va repousser de nouveau pour avoir sa valeur maximale à la fin de la relaxation. La relaxation longitudinale obéit à cette loi. Donc, c'est M0, la valeur initiale avant l'excitation, multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur T1. C'est quoi T1? C'est en fait, c'est un autre paramètre tessulaire, donc ça varie d'un tissu à un autre. Et T1, il nous renseigne sur la rapidité des spins à restituer cette énergie vers l'environnement pour que le spin passe de la position down, antiparallèle, à la position parallèle. Donc, c'est avec quelle rapidité on va avoir ce retour à l'équilibre. Donc, T2 ou bien T1 sont deux phénomènes totalement différents. Donc, T1, on va l'appeler le temps de relaxation longitudinal ou bien le temps de relaxation spin-réseau. Spin-réseau, c'est-à-dire rapidité de restitution de cette énergie vers l'environnement qui entoure ce proton d'hydrogène. Maintenant, on va avoir les différentes séquences d'impulsion qu'on va utiliser. On va commencer, on va voir juste les séquences de base.
La première séquence, c'est la séquence de saturation-récupération. Donc, on va faire une impulsion de 90 degrés, c'est-à-dire l'aimantation longitudinale va passer dans le plan transverse. Et vous allez avoir, lors de la relaxation, le signal qui diminue d'une façon exponentielle. Donc, théoriquement, ça doit être exponentielle moins t sur t2. Mais on a remarqué que le retour à l'équilibre, à l'état d'équilibre, ou bien cette relaxation, est beaucoup plus rapide. Tout simplement, on peut dire que le déphasage des spins, dans ce cas, était plus rapide que prévu. La constante de temps n'est plus T2, on va la noter T2 étoile. C'est dû tout simplement, ce déphasage plus rapide que prévu, en fait, s'il y a un déphasage, tout simplement parce que la fréquence de l'armoire n'est pas la même dans l'ensemble du volume. Parce que la fréquence de l'armoire dépend de B0. Or, B0, le champ magnétique n'est pas tout à fait homogène. Donc, d'un point à un point, au niveau d'un volume bien déterminé, on peut avoir des variations de B0. Ces petites variations, donc, vont accélérer le retour à l'équilibre. Donc, le déphasage va être rapide. Donc, ce que vous allez avoir après cette séquence, malheureusement, ne dépend pas uniquement des paramètres tissulaires. Donc, il y a aussi un autre facteur surajouté, c'est qui est B0 qui n'est pas tout à fait homogène. Donc, l'idée, c'est cette séquence, écoute du spin. Donc, on va décrire cette séquence. Une première impulsion de 90 degrés. Après un certain temps, qu'on va noter temps écho sur 2, on va faire une impulsion de 180 degrés. Après un autre intervalle, temps écho sur 2, on va mesurer notre signal. Et ce signal qu'on va mesurer au niveau de ce point dépend de T2, pas de T2 étoile. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va avoir? Juste après l'impulsion de 90 degrés, on a dit qu'il y a déphasage des spins. Ce déphasage, il est lié à l'interaction des spins entre eux, mais aussi, B0 n'est pas tout à fait homogène. Le fait de stimuler le système par une impulsion 180 degrés, vous allez avoir annulé le déphasage lié à la composante d'un B0 non homogène. Donc, ce qui a été créé pendant cet intervalle va être annulé pendant l'intervalle suivant. Et ça doit être le même temps. Temps écho sur 2, temps écho sur 2. Et le signal qu'on va avoir ici dépend de T2. Voici qu'est-ce que vous allez avoir au niveau des spins. Donc, après l'impulsion 90 degrés, les différents spins en phase. Pendant l'intervalle, le premier intervalle, temps écho sur 2, il y aura déphasage. Le déphasage qui dépend de T2 étoiles, c'est-à-dire interaction spin-spin, mais B0 non homogène. On va faire l'impulsion 180 degrés. C'est quoi l'impulsion 180 degrés? C'est comme s'il y aura une copie en miroir. Donc, les différents spins, et ils vont garder la même vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le premier ici, le plus rapide, il reste toujours le plus rapide. Le quatrième, le plus long, il est toujours le plus long. Donc, juste après l'impulsion de 180 degrés et l'image en miroir, il faut de nouveau un intervalle de temps écho sur 2 pour avoir ce réphasage. Bien entendu, le réphasage ici n'est pas total parce que on a annulé la composante liée à B0 non homogène, mais le déphasage lié aux interactions entre les spins est gardé. Donc, ce que vous allez avoir à la fin, un signal qui dépend de T2. Ainsi, le courant mesuré au temps écho égale I0 exponentielle moins temps écho
sur T2. En fait, on peut stimuler de nouveau notre système par une autre impulsion 180 degrés, parce qu'après la première impulsion, 180, il y a réphasage, les spins se déphasent de nouveau, se réphasent, ainsi de suite. Et à chaque temps et coup, on peut mesurer notre signal. Donc on peut faire 2, 3 mesures, ainsi de suite. Donc c'est la séquence qu'on appelle turbo-spin-écho. Mais à un certain moment, vous allez avoir un signal qui est très faible. Donc vous n'avez pas intérêt à faire plusieurs stimulations 180 degrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, il faut restimuler de nouveau votre système par une autre impulsion de 90 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez saturer de nouveau l'aimantation transversale. On distingue deux paramètres très importants dans cette séquence. Donc, il y a le temps écho, c'est-à-dire le temps pendant lequel on va mesurer notre signal, et le temps de répétition, c'est-à-dire le temps qui sépare deux impulsions 90 degrés. Bien entendu, à chaque impulsion 90 degrés, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de restimuler votre système. Vous êtes en train d'augmenter l'aimantation transversale. Parce que pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il y a? Entre deux impulsions 90 degrés, il y a deux choses. C'est une relaxation. Donc, l'aimantation transversale diminue et l'aimantation longitudinale, elle est en train d'augmenter. Donc, il faut restimuler une autre fois pour mesurer le signal. Donc, ça dépend de ces deux paramètres, temps écho et temps de répétition, pour avoir un contraste bien déterminé dans l'image. C'est-à-dire, si on veut un contraste qui dépend d'un paramètre tessulaire T1 ou bien T2 ou bien roux. Donc, ça dépend comment on va prendre ces constantes, temps de répétition et temps d'écho. Par exemple, vous avez deux tissus. On a schématisé le temps, l'aimantation longitudinale. Donc, vous avez deux tissus avec des temps de relaxation T1 différents. Donc, au cours de la relaxation, entre deux impulsions 90 degrés, vous allez le premier tissu en noir, le deuxième tissu en vert. Bien entendu, lorsqu'on va faire la deuxième stimulation 90 degrés, ça dépend. Si vous avez choisi un temps de répétition court ou bien long. Si vous avez choisi un temps de répétition court, donc vous êtes dans cette partie de la courbe. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre les deux tissus, et cette différence, elle est liée, entre autres, à la constante du temps T1, parce que la repousse longitudinale dépend de T1. Par exemple, si vous avez choisi un temps de répétition long, qu'est-ce que vous allez avoir? Les deux courbes vont rejoindre leur valeur initiale, l'aimantation initiale, qui dépend de M0, qui dépend de ρ, de chaque tissu. Donc, si vous allez choisir un temps de répétition court, ce que vous allez basculer dans le plan transversal dépend essentiellement de T1. Si vous allez basculer votre système, votre aimantation longitudinale après un temps de répétition lent, donc ce que vous allez avoir dans le plan transverse, une valeur M0 qui dépend de la densité en protons. Maintenant, pour la relaxation transversale. La relaxation transversale, on a dit, elle dépend de T2. Donc, si vous allez faire une mesure juste au début, donc vous allez avoir un signal où la composante T2 n'est pas trop intense. Par contre, si vous allez laisser le système pendant un très long temps et vous allez faire une mesure un peu tardive, vous allez avoir un fort contraste en T2. Pour avoir une pondération en T1, c'est-à-dire avoir un contraste entre deux tissus qui dépend essentiellement de T1. Je dois choisir un temps de répétition court, donc l'aimantation longitudinale qui a poussé, c'est cette aimantation longitudinale qui va être par la suite basculée dans
le plan transverse. Si je veux avoir donc un contraste qui dépend de T1, donc je dois faire une mesure précoce, juste au début de la relaxation, pour garder cette différence. Et l'intensité électrique mesurée, donc ça va être I0, ce qui est entre les parenthèses traduit la repousse longitudinale, multiplié par exponentielle moins temps écho sur T2, donc c'est cette partie. Maintenant, je veux avoir un contraste qui ne dépend pas de T1. Donc c'est simple, il faut avoir un temps de répétition long. Dans ce cas, les deux vecteurs longitudinaux vont avoir une aimantation maximale qui dépend de ρ. Donc cette différence ici que vous avez dépend de ρ entre les deux tissus. Si je veux garder cette différence et avoir un contraste qui dépend de ρ, donc le temps d'écho doit être court. Par contre, si je veux avoir un contraste qui dépend de T2, donc je dois choisir un temps d'écho qui est long. Donc, ça dépend du contraste qu'on veut avoir. Si on veut avoir un contraste qui dépend essentiellement de T1, temps d'écho et le temps de répétition, tous les deux doivent être courts. Si on veut avoir un contraste qui dépend essentiellement de T2, donc temps de répétition et le temps d'écho, tous les deux sont longs. Si on veut avoir un contraste qui dépend essentiellement de ρ, dans ce cas, le temps de répétition est long et le temps d'écho est court. On va l'appeler la séquence anatomique. En effet, la substance blanche est en hypersignal. C'est en blanc. La substance grise est grise. Le liquide, le LCR, c'est en noir. Pour la séquence T2, donc, c'est l'inverse. Le liquide céphalorachidien est en hypersignal. Et la substance blanche va avoir le signal le plus faible, c'est en noir. La séquence de densité en protons, donc, on va avoir un LCR qui a un signal moins prononcé par rapport à la séquence T2. On passe à une autre séquence, la séquence inversion-récupération. Dans ce cas, on va commencer par une impulsion de 180 degrés. On va avoir donc comme résultat, le vecteur résultant va être inversé avec la même intensité initiale, mais de sens contraire. Ce même vecteur, donc, au cours de la relaxation, son aimantation longitudinale va suivre cette loi. I de t égale 0, 1 moins 2 exponentielle moins t sur t1. Il y a deux exponentielles parce que c'est inversé. Et après un certain temps, on mesure notre signal. Bien entendu, dans le plan XY. Donc, il y a diminution suivant une constante du temps T2 étoile. Quel est le but de cette séquence? Donc, on va choisir ce temps très court, le temps noté θ, pour que ce terme exponentiel soit proche de 1. Et lorsqu'on va mesurer notre signal très tôt, ici, on va avoir un signal qui dépend essentiellement de la constante du temps T1. Et on va avoir un fort contraste en T1. Donc, parmi les avantages de cette séquence, le contraste en T1 est très fort. Maintenant, il y a une autre variante. On va choisir le temps d'inversion très court. C'est-à-dire, on va appliquer 90 degrés après un certain temps d'inversion qui doit être court. Qu'est-ce que ça veut dire?
La graisse, par exemple, a un T1 court. Dans ce cas, la graisse, elle monte rapidement, elle va atteindre plus rapidement 0 que le tissu environnant. À ce moment, on va appliquer notre impulsion de 90 degrés. Donc, le signal au niveau de la graisse est nul, alors que le signal dans le tissu, qui est noyé, par exemple, dans la graisse, va avoir un signal différent de 0. L'abréviation de cette séquence, c'est STIR, Short Time Inversion Récupération. C'est-à-dire, on a utilisé un temps d'inversion, ce temps entre 180 et 90 court. L'avantage, donc, on va avoir un très bon contraste. Donc, on va visualiser la tumeur sur un fond noir. La graisse va avoir un signal nul. Maintenant, on va voir le principe de la formation de l'image. Premièrement, donc, on va sélectionner un plan de coupe. Bien entendu, à la fin de phénomène de résonance, tous les spins, tous les plans, c'est-à-dire, vont avoir la même fréquence. Ils tournent avec la même vitesse de l'arbre. Pour sélectionner un plan bien déterminé, il suffit d'appliquer au moment de l'excitation de B1 un autre champ magnétique sous forme de gradient, c'est-à-dire le signal, le champ magnétique varie d'une façon linéaire et il sera appliqué suivant B0. Ainsi, pour chaque plan, la fréquence de l'armoire varie d'un plan à un autre. Donc, pour passer d'un plan à un autre, c'est une autre fréquence de l'armoire. Donc, on va stimuler une zone bien déterminée à l'aide des fréquences correspondantes. Je veux stimuler ce plan, donc je dois utiliser les fréquences, ou bien la gamme de fréquences entre ces deux Z. Donc, on va exciter cet intervalle de fréquences par une gamme de fréquences bien déterminée pour stimuler un plan de coupe. Parce que la fréquence, suivant Z, n'est pas égale à B0. C'est B0 plus quelque chose qui dépend du gradient. Maintenant, comment savoir les coordonnées X et Y? Donc, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de simplifier. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a la relation entre le signal et la fréquence. Par exemple, j'ai des bandes, blanc, noir, ainsi de suite. Donc, le signal va être au niveau de gris sous cette forme. Donc, c'est une courbe sinusoïdale. Donc, ça correspond à une fréquence donnée. Mathématiquement, si on connaît la fréquence, on peut savoir notre signal. Et l'inverse. C'est-à-dire, on peut reconstituer l'image à partir de ces fréquences. Donnez-moi les différentes fréquences, je vous donne l'image. Et l'inverse. Donc, ce calcul est appelé la transformée de Fourier. Bon, on va pas faire un cours de maths, mais on va simplifier. Par exemple, vous avez ici une image. C'est le visage d'un lion, je pense. Et je vais prendre les différents pixels le long de cette droite. Voici les différents pixels. Et vous allez avoir ce signal qui varie. Donc, ce signal varie d'un pixel à un autre. Donc, en bleu, dans cette partie, c'est un gris, disons, clair. Plus ça devient foncé, donc la courbe diminue. Puis c'est un peu plus clair, ainsi de suite. Donc, la courbe en bleu vous donne les grandes variations de l'image. C'est-à-dire les gros détails, pas les détails fins. Ces gros détails sont codés par les basses fréquences.
Mais si on se rapproche de cette courbe, donc on voit, en passant d'un pixel à un autre, il y a des petites variations très faibles d'un pixel à un autre. Ces petites variations sont codées par les hautes fréquences. Et ces variations rapides et faibles correspondent aux détails fins de l'image. En fait, une image, c'est un ensemble de lignes et de colonnes. Donc, pour chaque ligne, ou bien pour chaque colonne, ou bien pour une diagonale, c'est une variation des fréquences. Donc, on va voir comment construire ces fréquences, comment obtenir ces fréquences pour avoir l'image d'un plan de coupe. En effet, en IRM, lors de la relaxation et au moment de mesure du signal, les différents moments tournent avec la fréquence de l'harmonique. Donc, l'ensemble, c'est avec la même fréquence. Lorsque vous allez faire votre mesure, les différents spins tournent avec la même fréquence. Or, on a dit, une coupe IRM, c'est l'ensemble de plusieurs fréquences. Donc, quelle est la solution? Il faut enregistrer le signal avec plusieurs fréquences. Pour cela, on va utiliser des gradients de champ magnétique. Il y a des gradients suivant X et des gradients suivant Y. Parce que la variation de ces fréquences, c'est aussi bien suivant X, mais aussi suivant Y. Donc, le gradient suivant Y va être appliqué avant la mesure, et le gradient suivant X va être appliqué au moment de la mesure. Si vous allez appliquer un gradient de champ magnétique selon vent Y, donc vous allez avoir un déphasage des lignes. Cette ligne va avoir une fréquence plus élevée par rapport à celle-ci. Ainsi de suite. Donc, d'une ligne à l'autre, il y aura un déphasage. J'arrête mon gradient. Lorsque j'arrête, tous les spins tournent avec la même fréquence. Mais, qu'est-ce qu'on va avoir? Un déphasage qui persiste. Donc, vous avez stimulé suivant Y par le gradient. Vous avez créé un déphasage. Ce déphasage, par la suite, va persister jusqu'au moment de la mesure. Donc, il y a un déphasage, mais les différents spins, au moment de mesure du signal, tournent avec la même fréquence. Voici deux cas différents, deux gradients différents. Par exemple, ici, le gradient en Y est plus important. Donc, le déphasage va être plus important. En fait, une image ou bien une coupe IRM est une matrice de 256 fois 256. Autrement dit, suivant Y, vous avez 256 lignes. Pour cela, il faut 256 gradients différents. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'un gradient correspond à une fréquence donnée, suivant Y. On est toujours suivant Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a représenté deux spins, dans le premier cas. C'est deux spins qui sont déphasés. Et ils tournent avec la fréquence F. Maintenant, dans le second cas, deux spins qui sont en phase. Et qui tournent avec la même fréquence F. Pour avoir ce déphasage, c'est-à-dire pour créer un déphasage en deux, pour avoir le même déphasage, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est identique au cas 1. Il faut varier cette fréquence. Donc, pour une variation de fréquence, vous allez créer un déphasage. Autrement dit, pour chaque déphasage, pour chaque gradient suivant Y,
c'est une fréquence suivant Y. Au moment de la mesure du signal, on a dit que les différents spins arrivent déphasés, mais qui tournent avec la même fréquence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va faire une stimulation au moment de la mesure, juste au moment de la mesure. Donc, un gradient suivant X. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Chaque colonne, au moment de la mesure, tourne avec une fréquence donnée. Autrement dit, pour une fréquence donnée suivant Y, déjà créée par le déphasage, au moment de la mesure, cette colonne va être départagée en plusieurs points. Chaque colonne, au moment de la mesure, va avoir une fréquence. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un espace qu'on appelle l'espace K. C'est quoi l'espace K? C'est l'espace des différentes fréquences. Donc, après un gradient suivant Y et un gradient selon X, avec mesure, vous allez remplir une ligne. Mais il faut remplir l'ensemble des fréquences. Donc, il faut refaire la même chose. Un autre gradient suivant Y, suivi d'un autre gradient selon X. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir l'ensemble du plan K. L'ensemble du plan des fréquences. Voici l'espace K. L'ensemble des fréquences. L'origine, c'est le centre. Et l'ordinateur, par calcul, va transformer de Fourier en inverse, va nous donner l'image. En effet, chaque point code pour une fréquence, selon cette direction. Par exemple, si vous allez prendre un point ici, vous allez avoir, après transformer de Fourier, un signal comme ça. Si vous allez prendre ce point, donc vous allez avoir comme image celle-ci. Par exemple, on reconstitue l'image à partir des points proches de l'origine. Vous allez avoir une image IRM avec un fort contraste, mais mauvaise résolution, parce qu'il n'y a pas les détails fins de l'image. Si vous allez reconstituer l'image uniquement à partir des hautes fréquences, vous allez avoir ces détails fins. Maintenant, quels sont les facteurs de qualité de l'image? Donc, vous voyez un meilleur signal obtenu lorsqu'on utilise un champ magnétique B0 intense. Donc, ici, c'est 3 Tesla, ici, c'est 1,5. Donc, meilleur signal en utilisant 3 Tesla. En utilisant des coupes épaisses, comme celui-là, donc, avec plusieurs mesures, on peut améliorer le signal aussi. Une matrice fine par rapport à une matrice épaisse, on va avoir une meilleure résolution spatiale. Un exemple d'artefact métallique. Des images d'artefacts liées à des mouvements qu'on appelle des images fantômes. Maintenant, on va voir les dispositifs d'IRM. Donc, l'environnement, il ne faut pas qu'il y aura des masses métalliques. L'ensemble doit être protégé par un cage de Faraday pour qu'il n'y aura pas des rayonnements électromagnétiques extérieurs. Il faut des équipements informatiques performants. Le champ magnétique B0 est composé d'un ensemble de bobines supraconductrices. La température est très basse, inférieure à 4 degrés Kelvin. Il doit être approvisionné en hélium et en azote liquide. Pour les gradients de champ magnétique, il s'agit de bobines résistives. Il faut avoir aussi des antennes d'excitation pour l'émission de radiofréquences qui vont jouer aussi le rôle de réception du signal. Voici un exemple d'antenne tête
pour l'émission et la réception. On va voir maintenant les autres applications de l'IRM. L'IRM de flux pour quantifier le flux sanguin. Le principe, il est basé soit sur la méthode temps de vol. Donc, vous avez un plan de coupe excité qui passe par un vaisseau. Au cours de l'excitation, le volume qui est excité sont remplacés par des spins non excités. Donc, on va avoir variation du signal. L'autre méthode, elle est basée sur la contraste de phase. En effet, lorsque vous allez exciter des spins mobiles, le déphasage va être plus important par rapport à l'excitation des spins immobiles. Maintenant, l'IRM de diffusion, donc c'est une technique qui s'intéresse aux micro-mouvements de type aléatoire, brownien, des molécules d'eau. Donc, on va avoir une information sur l'environnement des molécules d'eau. En effet, les molécules d'eau peuvent avoir un déplacement libre dans toutes les directions, exemple les fluides ou bien le liquide céphalorachidien. Mais aussi, on peut avoir des déplacements limités, c'est-à-dire il y aura des obstacles, soit à l'intérieur d'une cellule, ou bien il y a une infection avec des protéines, des cellules, ainsi de suite. Exemple, abcès, tumeur à haute cellularité. Les images dans le contraste qu'on va obtenir est influencé par la différence de mobilité des molécules d'eau. Donc, plus ces molécules bougent, moins on a de signal. Le contraire, moins les molécules d'eau bougent, plus le signal augmente. Le degré de mobilité peut être évalué d'une façon quantitative, c'est-à-dire par des images paramétriques en calculant un coefficient de diffusion apparent. Plus c'est mobile, ce coefficient de diffusion augmente. Et le signal diminue. Les applications, par exemple, l'accident ischémique cérébral, tumeur, abcès, ainsi de suite. Voici un exemple, dans les AVC, de type ischémique. Il faut savoir que cette image, ou bien cette technique, est très sensible. Elle est précoce dès la première heure. Donc, il y aura accumulation d'eau au niveau cellulaire par œdème cytotoxique. Donc, le signal de diffusion augmente. Par contre, le coefficient de diffusion par accumulation d'eau au niveau cellulaire diminue. Un autre exemple, un abcès, le signal augmente parce que au niveau de l'abcès, il y a du pus, donc l'eau, son mouvement est trop gêné. Le coefficient de diffusion donc diminue. Ainsi, cette technique permet le diagnostic différentiel avec une tumeur nécrotique. Donc, pour la nécrose, le liquide va bouger, dans ce cas, d'une façon rapide, et ce coefficient de diffusion augmente. Maintenant, on va voir la technique, la spectroscopie par résonance magnétique. C'est une technique non invasive qui identifie des molécules qui sont impliquées dans des processus physiologiques ou pathologiques. Le principe est basé sur le déplacement chimique, c'est-à-dire décalage de fréquence entre les protons d'hydrogène, ce décalage dépend de l'environnement où il existe. En effet, il y a un nuage électronique des molécules qui dépendent de l'environnement, qui joue le rôle d'un blindage qui modifie localement B0.
Donc, on va avoir comme modification, si B0 change, une modification de la fréquence de résonance des noyaux en fonction de leur environnement. Il est exprimé ce décalage en ppm partie par million. Il y a deux conditions pour discerner les différents pics de résonance. Premièrement, il faut avoir un champ magnétique B0 intense et homogène. En plus, il faut supprimer le pic qui est lié au proton d'hydrogène provenant de l'eau pour pouvoir voir les pics issus des autres métabolites. Donc, plusieurs métabolites peuvent être explorés. Il y a le N-acétylaspartate. Donc, diminue en cas de mort et de souffrance cellulaire. Il y a la choline qui augmente en cas de prolifération et inflammation cellulaire. Donc, il y a plusieurs métabolites qui ne font pas l'objet de ce cours. Voici un exemple. Donc, un glioblastome. Les courbes qu'on va obtenir au niveau de la zone timorale et celle au niveau de la zone saine. Donc, il suffit de faire une comparaison entre les deux courbes dans deux régions différentes. L'une est tracée dans une région saine, l'autre est tracée au niveau de la zone tumorale. Maintenant, l'IRM fonctionnel, cette technique, elle est utilisée en neurophysiologie et en sciences cognitives. En effet, on va visualiser des zones cérébrales activées avec précision lors de tâches physiques ou intellectuelles. Le principe est basé sur la modification du champ magnétique local selon la concentration en oxygène, c'est le signal BOL, Blood Oxygen Level Dependence. En effet, il y a deux formes d'hémoglobine. Il y a la forme sans oxygène, la désoxyhémoglobine, qui est paramagnétique, et la forme avec oxygène, l'oxyhémoglobine, qui n'a pas un effet paramagnétique. Lors de l'activation cérébrale, suite à une tâche bien déterminée, il y aura une augmentation de la consommation en oxygène et une augmentation du débit sanguin cérébral local. Or, les apports en O2 sont supérieurs à la consommation en oxygène. Donc, le rapport désoxyhémoglobine sur l'oxyhémoglobine diminue. Or, le désoxyhémoglobine est paramagnétique. Donc, on va avoir moins de perturbations locales. Et comme conséquence, il y aura allongement du temps de relaxation T2 étoiles. Donc, s'il est allongé, le signal IRM augmente. Il suffit de comparer les images avant et après activation pour déceler la zone activée. Les contre-indications de l'IRM, c'est essentiellement les porteurs de pacemaker et les implants métalliques, certains implants cochléaires, des prothèses métalliques et comme autre contre-indication, les patients claustrophobes. On passe aux évaluations. Premièrement, dans l'imagerie par résonance magnétique, en utilisant la séquence Pinico, le signal est mesuré au temps écho CO2, c'est faux, donc c'est au temps écho. Le signal augmente lorsque le temps écho augmente, faux. Le signal dépend de T2 étoile, faux. Le signal dépend de T2, vrai, donc c'est l'apport de cette séquence. Enfin, le signal dépend essentiellement de la densité de protons. Faux. Donc le signal dépend de T2. Évaluation 2. Dans l'imagerie par résonance magnétique, en utilisant la séquence d'inversion récupération, le signal est mesuré au temps écho. Faux. La contraste dépend fortement de T1. Vrai.
la graisse est en hypersignal lorsque le temps d'inversion est court. Donc, c'est le contraire. La graisse va avoir un signal nul. Le signal dépend fortement de la densité de protons. Faux. Le champ magnétique B1 est parallèle à B0. Faux. Troisièmement, dans l'imagerie par résonance magnétique, le signal dépend de la densité de protons. Vrai. Dépend de l'intensité du champ magnétique B1. Faux. Augmente avec l'intensité du champ magnétique B0. Oui. Est proportionnel au temps de relaxation T1. Non. Est proportionnel au temps de relaxation T2. Non. Quatrièmement, dans l'imagerie par résonance magnétique, pour avoir un contraste en T1, on utilise la séquence spin-écho avec un temps d'écho et un temps de répétition lent. Faux. La séquence spin-écho avec un temps d'écho et un temps de relaxation court. Vrai. La séquence inversion-récupération, oui, avec un fort contraste. La séquence saturation-récupération, non. Un champ magnétique B1 intense, non. Cinquièmement, dans l'imagerie par résonance magnétique, la fréquence de résonance dépend du champ magnétique B1, non. Du temps de relaxation T2, non. De la densité de protons, non. Du temps de relaxation T1, non. Dépend du champ magnétique B0, oui. Sixièmement, pour explorer une petite lésion tumorale noyée dans la graisse, on a réalisé la séquence suivante. Impulsion 180 degrés, suivi après un certain temps X d'une impulsion 90 degrés. Précisez le type de la séquence. Donc, c'est la séquence inversion récupération. Comment choisir X? Faible, moyen ou bien lent pour avoir un bon contraste. Et on met cette séquence. Donc, X doit être faible parce que la graisse a un temps de relaxation longitudinale T1 court. Donc T1 doit être court. Dans ce cas, le signal de la graisse est nul. Donc doit être faible. Cette séquence, c'est la séquence STIR. Short Time Inversion Récupération. Enfin, calculer X pour avoir un bon contraste. On donne T1 de la graisse égale 240 millisecondes. Donc le signal monte au cours de la relaxation longitudinale I0, 1, moins 2 exponentielle moins x sur T1. On va avoir un bon contraste, donc il faut que le signal de la graisse ici doit être nul. Donc on trouve que x égale 166 millisecondes. Je vous remercie pour votre attention.